Et si la véritable puissance militaire de l'Algérie ne se mesurait pas au nombre de chars alignés sur une parade, ni au tonnerre de ses missiles lors des démonstrations officielles, mais au nombre d'ingénieurs qu'elle forme chaque année dans le silence des amphithéâtres et des ateliers? On nous a trop longtemps appris à regarder la force à travers le prisme du bruit et de la fumée, à croire que la domination passait forcément par l'éclat métallique des armes visibles. Pourtant, une armée moderne ne naît plus uniquement sur un champ de bataille, ni même dans une base militaire reculée. Elle prend forme ailleurs, dans des lieux moins spectaculaires mais infiniment plus décisifs, une usine où l'acier est façonné avec précision, une école où l'on enseigne la rigueur scientifique, un laboratoire où l'on invente des technologies que personne ne voit encore, mais dont dépendra la sécurité de demain. C'est là, dans ces espaces discrets, que se joue aujourd'hui la véritable bataille de la souveraineté. Avant d'aller plus loin dans cette réflexion, prends une seconde pour poser un geste simple mais essentiel. Si cette vision te parle, si tu crois que l'Algérie mérite mieux que les caricatures et les raccourcis, alors soutiens ce travail dès maintenant. Like cette vidéo pour lui donner de la force, abonne-toi à Parole d'Algérien pour ne rien manquer de ces analyses qui refusent la superficialité, et partage-la autour de toi afin que cette parole souveraine, lucide et exigeante circule au-delà des cercles habituels. Et surtout, j'aimerais lire ton regard. Dis-moi en commentaire un mot simple, un mot lourd de sens, industrie. Si tu crois, toi aussi, que la puissance algérienne ne se construira pas d'abord dans ses bases militaires, mais dans ses usines, ses ateliers, ses centres de recherche et ses écoles d'ingénieurs. Parce qu'avant d'être une question d'armes, la puissance est une affaire de production, de maîtrise et de dignité. Il y a quelque chose de presque sacré dans la manière dont une nation façonne ses armes, non pas parce qu'elles portent en elles la capacité de détruire, mais parce qu'elles incarnent avant tout un refus intime de la vulnérabilité. Derrière chaque pièce d'acier, chaque alliage complexe, chaque circuit électronique intégré à un système de défense, se cache une décision politique silencieuse mais lourde de sens, celle de ne pas confier son destin à la main d'un autre. Car une arme n'est jamais seulement un objet technique. Elle est le prolongement matériel d'une volonté collective, l'expression concrète d'une souveraineté qui refuse d'être abstraite. Dans cette perspective, la puissance militaire ne se résume pas à un stock visible de blindés ou d'avions, mais à une capacité plus profonde, celle de maîtriser la matière, de comprendre la technologie, de transformer la nature brute en outil stratégique. L'Algérie repose sur un sous-sol qui murmure depuis des siècles, comme une mémoire géologique que peu de nations possèdent avec une telle densité. Le fer de Gara Djebileh, immense, presque mythique par ses volumes, les terres rares dispersées dans le Sahara, les phosphates, la silice, le cuivre. Tous ces matériaux ne sont pas seulement des ressources économiques, ce sont les briques fondamentales de toute puissance industrielle moderne. Ailleurs, ces mêmes matériaux nourrissent les chaînes de production des grandes puissances militaires, deviennent radars, coques de navires, structures aéronautiques, composants électroniques, systèmes de guidage et d'observation. Ils sont transformés, raffinés, intégrés, jusqu'à disparaître dans des objets hautement sophistiqués qui font basculer l'équilibre des forces. Et pourtant, pendant longtemps, ces trésors ont quitté le sol algérien à l'état brut, sans être transfigurés par une véritable ambition industrielle nationale. Ils partaient comme des promesses non tenues, comme des récits interrompus avant même d'avoir commencé. Ce n'était pas seulement une perte économique, mais une forme de silence stratégique. Car exporter la matière sans la transformer, c'est accepter de rester à la périphérie du pouvoir réel, celui qui ne se voit pas dans les statistiques immédiates mais qui s'impose dans la durée. Ce n'est pas la possession de ressources qui fait la puissance, mais la capacité à leur donner un sens productif, technologique, politique. Une armée dépendante technologiquement est une armée sous condition. Ce constat n'a rien de théorique. Il se manifeste à chaque contrat d'armement conditionné, à chaque pièce détachée qui doit venir de l'étranger, à chaque mise à jour logicielle qui dépend d'un fournisseur extérieur. La dépendance n'est pas seulement logistique, elle est stratégique, mentale, presque culturelle. Elle installe l'idée que certaines compétences seraient hors de portée, que certaines technologies seraient réservées à d'autres, que le rôle naturel de certaines nations serait de consommer plutôt que de concevoir. Et pourtant, une nation qui ne forge pas elle-même ses outils de défense délègue une part de sa liberté, parfois sans même en avoir conscience. C'est là que la question surgit, silencieuse mais implacable. Peut-on réellement parler de défense nationale sans industrie nationale? Peut-on prétendre protéger un territoire, un peuple, une souveraineté, si l'essentiel de ce qui garantit cette protection est pensé, produit, contrôlé ailleurs? Cette interrogation dépasse largement le cadre militaire. Elle touche au cœur même du projet de société. Car une industrie de défense souveraine n'est jamais isolée.
Elle irrigue l'ensemble du tissu productif, élève les standards technologiques, impose une culture de précision, de rigueur, d'innovation continue. Elle transforme la manière dont un pays se projette dans le monde. À mesure que cette réflexion s'approfondit, une évidence se dessine. La guerre moderne ne se joue plus seulement sur les frontières visibles, ni même sur les lignes de front traditionnelles. Elle se joue dans les usines intelligentes, dans les chaînes de valeur complexes, dans la capacité à intégrer des matériaux, des données, de l'énergie et de l'intelligence artificielle dans un même écosystème cohérent. Là où autrefois la supériorité venait du nombre, elle vient aujourd'hui de la maîtrise. Et cette maîtrise commence toujours bien en amont du champ de bataille, dans des lieux où l'on ne porte pas d'uniforme mais où se décide pourtant la véritable hiérarchie des puissances. La guerre a changé de visage, et avec elle, la manière même de concevoir la puissance militaire. Là où autrefois la supériorité se mesurait par la masse, par l'accumulation visible de soldats et de matériel lourd, elle repose aujourd'hui sur des éléments bien plus subtils et décisifs. La précision des frappes, la vitesse de circulation de l'information, la capacité à connecter en temps réel des systèmes complexes et surtout, la maîtrise souveraine de la donnée. La force ne se manifeste plus seulement par ce qui se voit, mais par ce qui circule, se calcule et s'anticipe dans l'ombre. Une armée moderne n'est plus une simple accumulation d'armes, mais un organisme technologique vivant, réactif, intelligent. Dans cette nouvelle réalité, concevoir une armée, c'est presque concevoir une start-up à l'échelle nationale, avec ses cycles d'innovation rapide, ses phases de test, d'adaptation, d'amélioration continue. Une armée du XXIe siècle ne se contente plus d'acheter des équipements finis. Elle développe, prototype, corrige, itère. Elle apprend en permanence. Elle s'adapte au terrain, au climat, aux réalités humaines et géographiques propres à son pays. C'est dans cette logique que prennent sens des drones produits localement, non pas comme simples copies de modèles étrangers, mais comme des outils pensés pour survoler le Sahara, résister aux vents désertiques, opérer en Méditerranée, naviguer dans les reliefs montagneux. Chaque environnement impose ses contraintes, et seule une production nationale permet de les intégrer dès la conception. De la même manière, des systèmes de communication cryptés conçus par des ingénieurs algériens ne sont pas seulement une prouesse technique, ils sont une affirmation politique. Car celui qui maîtrise ces flux d'informations maîtrise aussi son autonomie stratégique. Dépendre de technologies étrangères pour sécuriser ses communications militaires, c'est accepter qu'une part invisible mais essentielle de sa défense échappe à son contrôle. À l'inverse, former des ingénieurs capables de concevoir, auditer et faire évoluer ces systèmes, c'est ancrer la souveraineté dans le code, dans les algorithmes, dans l'architecture même des réseaux. Les véhicules blindés assemblés sur place, modulaires, réparables sans dépendre d'un fournisseur étranger, s'inscrivent dans la même logique. Il ne s'agit pas seulement de produire pour produire, mais de penser la durabilité, la réparabilité, l'adaptabilité. Une armée réellement souveraine est celle qui peut maintenir, améliorer et transformer ses équipements sans attendre une autorisation extérieure, sans subir les délais, les pressions ou les conditionnalités géopolitiques. C'est une armée qui pense ses matériels comme des plateformes évolutives, et non comme des objets figés. À cela s'ajoutent les capteurs, les radars, les logiciels, les systèmes d'intelligence artificielle tactique, pensés ici, pour nos réalités. Non pas pour suivre une mode technologique, mais parce que la guerre moderne est devenue un champ de données autant qu'un champ de bataille. Voir avant l'autre, comprendre avant l'autre, décider avant l'autre, voilà ce qui fait aujourd'hui la différence. Et derrière chaque blindé, chaque drone, chaque radar, se cache une chose invisible mais absolument décisive. Une usine souveraine, interconnectée, robotisée, pilotée par la donnée. Imaginer ces usines, c'est imaginer bien plus que des chaînes de montage. Ce sont des hubs technologiques civilo-militaires où la recherche militaire irrigue l'industrie civile, et où, inversement, l'innovation agricole, énergétique ou automobile nourrit aussi la défense. Les capteurs développés pour surveiller un périmètre militaire peuvent améliorer l'irrigation intelligente. Les algorithmes de traitement d'images utilisés pour la reconnaissance tactique peuvent servir à l'exploration minière ou à la cartographie agricole. Les matériaux composites pensés pour alléger un véhicule blindé peuvent transformer l'industrie automobile ou aéronautique civile. Rien n'est cloisonné. Tout circule. Car une armée moderne ne vit pas en vase clos. Elle est le reflet du niveau industriel global d'un pays, de sa capacité à organiser la connaissance, à relier les disciplines, à faire dialoguer l'ingénieur, l'ouvrier, le chercheur, le stratège. Plus un pays est capable de produire de la complexité, plus il est capable de se défendre durablement. Ce n'est donc pas seulement une question militaire, mais une question de modèle de développement. Alors la vraie question devient inévitable.
L'Algérie veut-elle seulement acheter la technologie ou la maîtriser? Veut-elle être cliente sur le marché mondial de la sécurité ou actrice capable d'imposer ses propres standards, ses propres solutions, adaptées à son territoire et à sa vision? Cette interrogation dépasse largement le choix de fournisseur ou de partenariat. Elle touche à la place que la nation veut occuper dans la hiérarchie invisible des puissances, celle qui ne se lie pas uniquement dans les budgets, mais dans la capacité à transformer la connaissance en autonomie réelle. Dans le sud algérien, dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, dans des ateliers parfois modestes mais animés par une énergie rare, une autre armée est en train de se lever. Elle ne défile pas sur les boulevards, ne porte pas d'uniforme et ne se donne pas en spectacle. Elle est silencieuse, patiente, presque invisible. Mais elle est déterminée. C'est une armée faite de jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont compris que la véritable bataille de leur génération ne se livrera pas uniquement sur des terrains militaires, mais dans les espaces de la connaissance, de la création et de la production. Ils ne rêvent pas seulement de piloter un drone, de manier un système sophistiqué conçu ailleurs. Ils rêvent de le concevoir eux-mêmes, de le programmer ligne par ligne, de le produire dans des usines algériennes, adaptées à leur territoire et à leur vision. Pour beaucoup d'entre eux, la défense nationale n'est pas d'abord une affaire de guerre ou de confrontation, mais un levier puissant de renaissance industrielle. Ils y voient une opportunité de transformer en profondeur le rapport du pays au travail, à la technologie, à la valeur. Là où certains ne perçoivent que des budgets militaires, eux perçoivent des chaînes de compétences, des filières entières à structurer, des savoir-faire à reconstruire, des métiers à revaloriser. Une usine de blindés, par exemple, ce n'est pas seulement de l'acier assemblé sous haute sécurité. Ce sont des soudeurs de précision capables de travailler au micron près, des électroniciens maîtrisant des systèmes embarqués complexes, des logisticiens organisant des flux tendus, des informaticiens développant des logiciels critiques, des designers industriels pensant l'ergonomie, la modularité, la réparabilité. Autrement dit, la défense devient un moteur d'emploi qualifié, un accélérateur de montée en gamme pour toute une économie. Elle impose des standards élevés, une culture de la rigueur, de la qualité, de la responsabilité. Elle tire vers le haut des secteurs entiers qui, sans cela, resteraient cantonnés à des activités de faible valeur ajoutée. Dans cette perspective, la modernisation militaire cesse d'être un simple poste budgétaire pour devenir un projet de société, un levier de dignité productive. Car produire pour se défendre soi-même, c'est refuser d'être réduit au rôle de simple consommateur de technologies étrangères. C'est affirmer que la valeur du travail national mérite de s'exprimer dans ce qu'il y a de plus exigeant. Et si cette modernisation devenait l'accélérateur silencieux d'une Algérie post-rente, où le pétrole ne serait plus le pilier central, mais un simple tremplin? Un capital de départ, un moyen de financer la transition vers une économie fondée non plus sur l'extraction brute, mais sur la transformation intelligente, la conception, l'innovation. Dans ce scénario, la richesse ne serait plus seulement ce qui sort du sol, mais ce que l'esprit humain est capable d'en faire. Les jeunes ingénieurs, techniciens, chercheurs, ouvriers qualifiés deviendraient alors les véritables gardiens de la souveraineté, bien plus encore que n'importe quel arsenal visible. Car une nation qui forme des cerveaux capables de penser la complexité, de relier la matière à l'idée, de transformer un minerai en système technologique avancé, est une nation qui se rend durablement imprenable. Non pas par la peur qu'elle inspire, mais par le respect qu'elle impose. Cette jeunesse ne réclame pas seulement des emplois, elle réclame un sens. Elle veut comprendre pourquoi elle produit, pour qui, dans quel projet collectif. Elle aspire à participer à une œuvre plus grande qu'elle-même, où la défense n'est plus synonyme de fermeture, mais de projection, d'affirmation tranquille dans le monde. Et c'est précisément là que surgit une tension plus profonde encore. Car former cette armée invisible suppose bien plus que des discours. Cela exige une refonte des priorités éducatives, une réhabilitation du travail technique, une reconnaissance sociale des métiers industriels, une passerelle réelle entre universités, centres de recherche et usines. Cela suppose aussi de lutter contre la fuite des talents, contre la tentation de l'exil comme seule voie d'accomplissement. La question n'est donc plus seulement de savoir si l'Algérie peut moderniser son armée, mais si elle est prête à moderniser son regard sur sa propre jeunesse, à lui faire confiance, à lui donner les moyens d'incarner cette ambition. Car au fond, ce ne sont ni les machines ni les bâtiments qui feront la différence décisive, mais la manière dont un peuple choisit d'investir dans ses propres capacités humaines. Et c'est là que se joue, peut-être, la bataille la plus décisive de toutes. Si demain l'Algérie parvient à maîtriser son acier, son électronique, ses logiciels, son énergie et sa production militaire,
alors une question immense se dresse devant elle, bien plus large que le seul cadre de la défense. Quelle place pourrait-elle occuper dans l'équilibre africain et méditerranéen, non pas comme une puissance qui s'impose par le bruit, mais comme une référence qui s'impose par la cohérence, la stabilité et la capacité à produire de la sécurité plutôt qu'à en consommer indéfiniment? Serait-elle encore perçue comme un pays qui achète sa sécurité sur les marchés internationaux, au gré des rapports de force et des fluctuations géopolitiques, ou deviendrait-elle une nation capable de fabriquer elle-même ses outils de protection, de les exporter, de les transmettre, d'en faire un langage diplomatique autant qu'un instrument stratégique? Car enseigner une technologie, partager un savoir-faire industriel, accompagner d'autres pays dans la structuration de leurs capacités productives, c'est déjà exercer une forme de puissance autrement plus durable que la simple démonstration de force. Mais au-delà des États, des frontières et des équilibres régionaux, une autre question se pose, plus intime, plus directe, presque inconfortable. Quel rôle veux-tu jouer, toi, dans cette transformation silencieuse mais historique? Seras-tu spectateur, commentateur, critique lointain, ou acteur, même discret, de cette bascule vers une Algérie qui ne se contente plus de discuter son avenir mais qui commence réellement à le construire? Car au fond, l'avenir ne se débat plus indéfiniment dans les discours, les plateaux ou les promesses. Il se construit, jour après jour, dans des choix concrets, parfois invisibles, souvent exigeants, mais toujours décisifs.